Donc, nous allons débuter le webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse marketing@commercialgestsoft.com par la suite. Ça va nous faire plaisir d'envoyer la bonne réponse par l'un de nos spécialistes qui va vous présenter aujourd'hui. Je vais inviter notre vice-présidente et cofondatrice, Suzanne Arbour, à faire un peu de l'introduction de notre webinaire aujourd'hui. Donc, merci et bonne écoute. Donc, Suzanne, tu vas pouvoir démuter ton micro et... Oui. Ça, c'est la phrase du siècle. C'est notre phrase. Tu es sur mute. On va l'écrire en haut de nos écrans. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre patience. On a, comme on dit, la technologie, même si c'est parfaite, des fois, c'est l'humain qu'on a de la difficulté à brancher tout ça. Mais alors, écoutez, merci. On va tourner aujourd'hui autour d'un sujet qui est hot. Non, on ne tiendra pas le mot COVID pour vous, mais à cause du COVID, on est poussé à parler de ce sujet qui est la transformation numérique. Alors, on veut sensibiliser les entreprises à vraiment réfléchir et agir rapidement, surtout avec la deuxième vague qui s'en vient au niveau de la transformation numérique, parce que c'est la survie aujourd'hui des entreprises québécoises. Alors, merci Frédéric pour la présentation. Alors, moi, je suis la VP Vente et la cofondatrice, comme dit, de Gestisoft. Je travaille depuis 24 ans dans l'ère numérique et je dirais, un évangéliste de la numérisation aux entreprises. Puis, je sens encore aujourd'hui que j'ai beaucoup de travail à faire parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas fait le saut, mais là, le COVID nous accélère tout ça et même, je dirais, va probablement avoir un impact sur l'industrie. Je remercie mes partenaires. On a un excellent panel aujourd'hui. Ce sont tous des gens qui dédient leur vie à la connaissance technologique, puis ils ont comme rôle de parfaire leurs connaissances et suivre tout ce qui s'en vient à l'avant et informer et aider les entreprises québécoises, justement, dans différentes technologies. Puis qu'on a voulu faire un complet. Donc, on a quelqu'un au niveau du web, nous avons quelqu'un au niveau du ERP, front office, back office, on va tout démystifier ça. Et on a quelqu'un aussi pour tout ce qui est la productivité intérieure, avec comment les gens puissent être tous connectés. Maintenant, aujourd'hui, avec notre réalité, que nous sommes tous déconnectés, on est un peu partout. Alors, on a des gens là, qui connaissent très bien ça au niveau surtout de la suite Microsoft Office. Alors, on va en discuter. Alors, je vais laisser soin à mes partenaires de se présenter. Je vais commencer par Louis-David. Bonjour, Louis-David. Bonjour, donc Louis-David Noël, vice-président expérience numérique chez Nmedia. Nmedia, c'est une entreprise qui est spécialisée en stratégie de commercialisation numérique et en développement applicatif sur mesure. Puis aujourd'hui, ça va me faire plaisir de parler de l'impact du confinement et de la COVID sur l'expérience de commercialisation. Merci. Bonjour Stéliane, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Absolument. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Stéliane Nicolo. Je suis le directeur de croissance stratégique chez Gestisoft. Aujourd'hui, on va parler vraiment comment on peut gérer notre entreprise au day-to-day avec les outils technologiques qui existent aujourd'hui. Ça fait 23 ans qu'on est en affaires. On transforme les entreprises, autant des PME et aussi, en fait, les plus grandes entreprises. Donc, j'ai hâte de commencer le sujet aujourd'hui là avec vous. Puis on termine avec Jean de la compagnie Nexans. Si tu peux te présenter, Jean, s'il te plaît. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Mon nom est Jean-Julien, directeur général de Noxan. Noxan, on fête cette année notre 20e anniversaire, croyez-le ou non. On avait prévu plein de choses, mais les événements qu'on connaît ont changé nos plans. Donc, Noxan est spécialisé dans le support informatique pour entreprises. Et aujourd'hui, moi, je suis ici pour vous parler spécifiquement de Teams. Donc, dans le panel, ça va être mon sujet.
Parfait, merci beaucoup. Alors, la question première, évidemment, tout commence, moi, je pense, par les ventes et le web au niveau marketing. Donc, Louis-David, une grosse question pour toi. Alors, il y a une réflexion que je me suis faite. Ça fait des années qu'on entend parler d'Internet. Ça fait des années qu'on est vraiment avec plein d'outils. Tout le monde a un cellulaire chez eux, iPad, iPhone. On a Android, etc. La jeune génération vient au monde avec une extension. Hein. On est à veille d'avoir des bras numériques. Là. Les jeunes, je veux dire, pour eux, c'est même pas un mystère. Tout le monde utilise le numérique. Et en tant que personne, tous les gens, même à la maison, puis surtout le COVID, a acheté beaucoup au niveau numérique. Comment se fait-il, puis je comprends pas, comment se fait-il que les industries du Québec, il y a un trop grand nombre de la PME québécoise n'utilisent pas encore les réseaux sociaux, le web, pour faire affaire ou déposer leur entreprise. Es-tu surpris? En fait, est-ce que je suis surpris? Oui, quand même, parce que si on regarde la tendance des dernières années, la croissance en fait du nombre d'achats en ligne chez les Québécois est exponentielle d'année en année. On parle de croissance qui est assez stable de 30 à 40 par année, en fait, de nombre d'adultes québécois qui vont acheter en ligne. Pendant la période de COVID, c'est sûr, avec la pandémie puis l'isolement, on a vu un bond important de ce côté-là. 99 en comparaison à la même période l'année passée d'augmentation dans tous les domaines confondus, que ce soit dans l'alimentaire, le vestimentaire, les équipements, puis tout ça. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, que les entreprises ne soient pas encore amenées sur le numérique, que ce soit en période d'acquisition, que ce soit dans la phase même d'achat elle-même sur le site web, qui soit à jour, qui soit avec les bonnes informations en temps réel, en fait, sur le site web, ça reste encore, oui, un défi, mais un must. En fait, une entreprise aujourd'hui doit absolument avoir ces informations-là. Puis je pense que c'est encore beaucoup, point de vue entreprise, on sous-estime l'impact d'un site web qui est bien travaillé ou une commercialisation qui est bien travaillée. Certaines industries, exemple, dans le manufacturier ou en dehors du commerce de détail, qui s'imaginent que c'est le rôle, en fait, de leur distributeur de faire ce travail-là ou le rôle de l'entreprise de détail elle-même de se commercialiser, quand en fait la compétition elle se fait aujourd'hui à tous les niveaux par rapport à cet aspect-là. Ce qui est en fait la grande complexité, c'est de s'assurer que dans notre phase d'acquisition, premièrement, on va se démarquer de notre compétition parce que c'est un peu différent par rapport à ce qu'on vivait dans le passé où les magasins sont principalement sur place, on s'adresse à une clientèle qui est connue. Aujourd'hui, si, exemple, on est habitué d'aller faire nos emplettes à un endroit qui est en se déplaçant, puis que cette entreprise-là n'offre pas de l'information sur le web ou n'offre pas des achats directement sur le web, bien, on doit se retourner vers une autre entreprise. Et puis, souvent, malheureusement, on tombe sur Amazon ou on tombe sur ce genre de grandes surfaces-là qui, elles, sont déjà prêtes pour cette phase-là. Le gros défi qu'on voit là-dedans, c'est aussi d'être conscient que je sais que c'est un gros morceau, sortir un site web de e-commerce, c'est un gros morceau de s'assurer qu'on est synchronisé avec notre ERP et tout ça. Mais il y a des phases là-dedans qui doivent être pensées. Et puis, l'idée, c'est pas nécessairement de se démarquer à tous les niveaux, mais de s'assurer qu'il y a un minimum d'informations qui est à jour, qui sont disponibles, en fait, pour la clientèle, pour ensuite les amener à pouvoir prendre une décision. Puis là, le défi, en fait, se passe beaucoup sur la nécessité d'emmener cette information en ligne parce que la majorité des Québécois, avant de se déplacer en magasin, va aller faire une première vérification de l'inventaire, de la description du produit en ligne. Et puis, cette information-là, si c'était frustrant de se rendre en magasin avant puis de se rendre compte que le produit n'était pas sur la tablette, mais vous l'avez sûrement tous vécu, là, de vous rendre en période d'isolement où là, c'est compliqué, il faut faire la file d'attente, mettre son masque, essayer de timer nos emplettes pour avoir le moins de monde possible, puis de se rendre finalement avec sur place puis que l'information n'était pas bonne sur mon site web. Puis ça me crée une expérience d'achat qui est extrêmement négative. Bon, ben, parlant d'achat, justement, si tu me le permets, je vais attraper ça. Parce que même, oui, c'était je pense que c'est la première compagnie qui a offert une belle expérience client, c'est Canadian Tire, parce que quand il n'avait pas en stock, tu avais le petit coupon que tu pouvais prendre. Puis quand son inventaire revenait, ben, au moins, tu étais assuré d'avoir le produit. Mais j'en connais pas tant que ça, OK? Donc, tout ce qui est client a quelque chose à acheter, que ce soit du service
distribution, manufacturier, on a tous des services à vendre. Fait qu'on prend ça dans le web. Mais là, je vais passer ma question à Stéliane. Stéliane, c'est quoi l'importance, justement? C'est bien beau de dire, OK, maintenant, on a des API, là, on a des connecteurs, on peut aller chercher une commande par le web, on peut l'amener dans le ERP. Mais c'est quoi l'importance de centraliser dans une entreprise l'information pour un ERP? Parce que beaucoup de gens fonctionnent avec plusieurs systèmes complètement déconnectés et surtout avec des fichiers Excel. C'est quoi la beauté d'un ERP, Stéliane? C'est une excellente question, Suzanne. Donc, en fait, premièrement, le fait de faire des ventes sur le web, je pense que c'est non seulement important, c'est obligatoire aujourd'hui, mais je peux faire autant de ventes que je veux sur le web si je ne suis pas capable de suivre en arrière avec les opérations. Donc, en fait, c'est hyper important que j'attrape en fait les informations, les commandes sur le web, soit avec justement les systèmes intégrés. Donc, la commande va être transférée directement aux opérations pour faire la livraison, l'exécution de la commande ou aussi de vérifier avec l'inventaire qui est vraiment en arrière pour assurer le bon stock, le bon niveau de stock. Donc, premièrement, oui, c'est important d'avoir l'intégration entre les systèmes, mais deuxièmement, quand le vendeur fait une vente, là, surtout dans la période de COVID, de la pandémie, c'est important que l'information se rende vraiment chez aux bonnes personnes dans l'entreprise. Parce que, veut pas, on a des gens qui travaillent chez eux, qui travaillent au bureau. Je suis half-staff. Les vendeurs, surtout les gens de bureau, travaillent chez eux. Donc, comment ils vont en fait transférer les informations d'une commande, même s'il y a beaucoup de volume et c'est automatisé, c'est important que c'est intégré. Là. Donc, avec des systèmes intégrés, on est capable de ne pas perdre par la suite la facturation. Ce qui est important dans le temps de crise, c'est d'assurer un cash flow. Si je perds mes factures, comment je vais faire pour rendre l'argent à l'entreprise? C'est impossible. Avec des systèmes intégrés, je suis non seulement capable d'attraper les commandes du site web, de faire le traitement au niveau de mes opérations, faire la livraison, mais aussi de faire la facturation. C'est peut-être facile avec une à deux factures, mais c'est le volume qui tue souvent les gens, là, les entreprises. Donc, avec des bons systèmes en place, là, les solutions qui vont me permettre de faire la facturation plus rapide là-dessus. Oui, puis merci. Puis tu me fais penser aussi que à cause justement du COVID, il y a eu des explosions chez les distributeurs, puis surtout les nouveaux produits là, que malheureusement, on doit se mettre dans le visage puis se laver les mains. Fait que ça a explosé. Alors, l'acheteur, aujourd'hui, a encore plus besoin d'un système complètement intégré pour pouvoir prévoir ses achats, pour justement pas manquer d'inventaire, parce qu'on a vécu chez Amazon, puis David en parlait tantôt, Amazon a fait beaucoup de ventes, mais il n'a jamais été aussi out of stock, puis de la livraison très lente, parce qu'il y a eu une explosion de commandes. Donc, Jean, tout le monde est à distance, OK? Là, on a des beaux systèmes, tout ERP, tout est beau, on peut magasiner assis dans notre salon, mais comme disait Stéliane, il y a du monde partout, OK? Ben, on ne peut pas s'appeler juste par téléphone, tu sais, ça existe depuis longtemps. Est-ce qu'il existe des outils ou des plateformes, puis tu as parlé tout à l'heure, tu as dit que tu étais un fervent d'une plateforme de Microsoft. Peux-tu nous en parler pour dire comment on peut se connecter pour différents besoins? Vous demeurez toujours connecté d'ailleurs. Bien sûr. Les gens ont découvert cet été, parce que les taux d'utilisation et d'abonnement à des plateformes comme Teams et Zoom ont augmenté de façon, on dit skyrocket en anglais, ça s'est propulsé dans la stratosphère parce que au début, avant le confinement, les gens pouvaient se parler dans les bureaux, passer d'un bureau à l'autre, faire des réunions ad hoc dans une salle de conférence. Bien, maintenant, la COVID a obligé tout le monde à changer leur façon de faire. Donc, ils ont adopté des outils comme Teams et Zoom. Maintenant, Teams n'est pas juste un outil pour communiquer, faire des vidéoconférences, puis s'appeler entre amis ou entre collègues. Je vais vous donner l'exemple dans ma vie personnelle qui est arrivé cet été. Ma maman a vendu sa maison cet été et elle a déménagé.
En faisant ça, il a cancellé sa ligne téléphonique terrestre de maison pour aller chercher un appareil mobile chez un des providers d'appareils mobiles. Mais pour ma mère, ça, pour elle, c'est un téléphone. Donc, c'est comme utiliser Teams juste pour faire des communications vidéo et appels entre collègues. Il y a plein d'autres outils, comme sur un cellulaire. On peut prendre des photos, on peut faire du Snapchat et ainsi de suite, Instagram et compagnie. Bon, ben, Teams, c'est pareil. Il y a la portion que la plupart des gens se sont mis à utiliser, qui est vidéoconférence et appel, mais il y a plein d'outils de collaboration pour ramener la productivité des gens qu'on sait qu'on ne se cachera pas. Elle a sûrement diminué un petit peu avec le travail à la distance et à la maison. Maintenant, Teams a des outils plus que du vidéo et des appels pour ramener cette productivité-là à un niveau beaucoup plus élevé et qui se rapproche et même qui dépasse celui de travailler dans des bureaux. Donc, Teams permet de créer des équipes, de travailler en équipe sur des projets, de garder la documentation de ces projets-là dans le site d'équipe, de prendre des notes de réunion, que ces notes de réunion-là sont automatiquement partagées parmi les membres de l'équipe, de clavarder au lieu d'envoyer un courriel puis d'attendre une réponse. Si tu as besoin d'une réponse tout de suite, ben, tu fais une session de clavardage avec ton collègue et cette session de clavardage-là est aussi gardée dans les notes de l'équipe. Ce qui fait qu'on a des traces de tout ce qui se passe, de tout ce qui se fait et de tout ce qui se dit parce qu'on peut enregistrer les conversations ou les réunions qu'on se fait par rapport à un sujet qu'on est en train de travailler en équipe. Donc, c'est là que Teams apporte plein d'autres outils pour augmenter la collaboration et permettre aux gens d'être plus efficaces dans leur travail. Oui, puis je pense qu'on a gagné une grande aussi efficacité parce que, pour parler justement comme exemple, on peut maintenant, comme tu disais, enregistrer. Donc, on peut enregistrer même des présentations et la faire parvenir au client pour que le client même puisse partager ça avec toute son équipe, que sans ça, ou comme avant, on ne le faisait même pas. On présentait, il y avait 5 personnes, puis ça restait dans ces 5 personnes-là, puis ils devaient en parler de vive voix, tandis que là, maintenant, on peut reproduire la rencontre et la partager avec toute l'équipe dans l'entreprise, qui est encore mieux. Donc, la technologie, elle nous pousse à l'utiliser à pleine sa puissance. Parce que ça fait longtemps que ça existe, mais on ne s'en servait pas. Maintenant, là, c'est beau, on parlait justement d'inventaire, relié, OK, je pense que les solutions d'aujourd'hui, elles ont déjà des connecteurs, comme je disais, puis du mapping entre l'inventaire physique puis l'inventaire au niveau du cloud. Mais Louis-David, aide-nous donc à comprendre comment ça se compose une compagnie, parce que Jean, il parlait de projet. On fait des équipes de projets. Fait qu'il y a des compagnies de services qui, eux autres, ils ont des projets. Puis, ils veulent être aussi présents sur le web, pas juste dire le nom de la compagnie, puis on fait des projets. Comment qu'on peut avoir la même fenêtre qu'un distributeur, un manufacturier, puis faire transiger avec nos clients par notre web? Es-tu capable de nous donner des petits exemples? Bien, en fait, c'est sûr que, dans le fond, quand notre entreprise vend du service ou vend, en fait, du temps d'expertise, c'est sûr qu'on se dirige vers des défis opérationnels qui sont différents. Fait, quand on parle de produits, on va voir l'opérationnel par vue de la livraison, au point de vue, en fait, de l'acheminement, de la facturation, justement, puis du shipping. Du côté, exemple, plus service, en fait, qu'on est tous des entreprises de service aussi aujourd'hui autour de la table. En fait, ça passe beaucoup par la campagne d'acquisition. Fait, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ces nouvelles clientèles-là? Comment est-ce qu'on fait pour bien les desservir? Et puis, il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont dans un mode, si on veut, assez traditionnel là-dedans, où ils vont avoir un numéro de téléphone pour les contacter, qui vont avoir, exemple, un courriel envoyé à un représentant. Puis, dans le fond, la campagne marketing va attirer des gens sur le web, que ce soit à travers les différents canaux de Google ou Bing Ads, que ce soit à travers les différents médias sociaux, LinkedIn, exemple, où on va faire la promotion ou du email.
Et puis, les gens vont arriver sur notre site web. Puis, le lead qu'on est en train de créer, en fait, l'expérience qu'on est en train de créer en ligne doit se traduire, en fait, en expérience humaine, malgré qu'on est à distance. Anciennement aussi, ben, les gens recevaient cet appel-là, prenaient le temps de parler un petit peu avec les gens, puis se déplaçaient à leur bureau pour faire une première poignée de main puis se rencontrer. Aujourd'hui, ben, c'est très différent dans le contexte dans lequel on est là et dans le contexte de l'automne par lequel on se dirige. Et puis, la transition, en fait, de ce lead-là pour avoir une expérience client qui est uniforme, si on veut, doit être une promesse de marque qui est faite, oui, par rapport à la communication qui est faite initialement à la phase d'acquisition et dans notre site web. Mais par la suite aussi, on doit rendre ça opérationnellement viable à l'interne de notre entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour capter des leads et puis s'assurer qu'on ne perd pas ces leads-là ou que ces leads-là ne restent pas dans une boîte courriel comme on voit trop souvent. Là, j'évite le mot CRM depuis tantôt, mais c'est un peu ça l'idée. Il y a beaucoup de gens encore qui reçoivent leur lead dans un courriel, puis le CRM, en fait, la base de connaissance de ma clientèle, puis toute ma relation avec eux est dans une boîte de courriel d'un agent qui, pour toutes sortes de raisons, peut quitter, une manipulation, est malade parce qu'il a attrapé la COVID, puis il est absent pendant une certaine période de temps. Puis cette information-là est perdue un peu, est décentralisée. Et puis, dans notre continuité d'expérience, il n'y a rien de plus frustrant, en fait, que de demander une information à quelqu'un quand on est dans un besoin imminent, un besoin urgent, puis de juste jamais recevoir d'informations ou jamais recevoir de réponse. Et c'est là que, dans une stratégie client qu'on pense, une stratégie numérique, on doit absolument prendre en compte après le site web, qui souvent, la stratégie s'arrête là. Mais notre client, il n'est pas converti encore, il ne fait pas encore affaire avec nous et on n'a pas réglé son problème. Et puis, c'est là que l'opération en arrière doit prendre la balle. Donc, comme je disais tantôt, une évidence même d'avoir un CRM qui nous permet de bien synchroniser, de bien capter ces informations-là, de bien connaître les différents points de contact de notre clientèle qui peut être arrivé par notre site web, notre application mobile, par nos médias sociaux, puis ou qui a déjà contacté un agent chez nous et d'être capable de reprendre cette balle-là puis d'être efficient à le faire pour offrir la meilleure expérience client possible. OK, merci. Ça me fait penser justement que le marketing va prendre une grande place sur le marché. Il y a des postes, même au niveau des ventes, qui vont se transformer également parce que le marketing va... le web prend de la place avec le marketing, puis on automatise beaucoup au niveau robot, puis chat. Donc, ça va de plus en plus vite, puis on donne plus d'informations sur le web. Donc, les ventes vont se faire plus rapidement sans aller sur place. Mais il y a des métiers qui n'ont pas le choix d'être encore sur la route. Céliane, ça se pose à toi. Un métier qui va toujours exister, en tout cas pour le moment, ce sont une compagnie qui donne du service de réparation. Je donne un exemple, qui vont dans les maisons, même des représentants qui vont dans des territoires encore, puis il y a certains produits qu'on doit se déplacer, qui n'ont pas encore le site web et tout ça. Comment font-ils pour eux être connectés en étant sur la route, puis qui n'ont pas le choix, puis qui font des jobs, puis tout ça? Comment ils doivent rester? Y a-t-il des outils qui les aident à se connecter aux opérations, à l'organisation interne? Absolument. Donc, en fait, la réponse est plutôt simple. Aujourd'hui, on est capable de donner aux services terrain, par exemple, ou aux vendeurs sur la route des applications mobiles qui sont justement soit sur leur iPhone, Samsung, cellulaire, iPad, etc., ou l'ordinateur. Donc, non seulement ils vont être connectés avec la base, donc vraiment le bureau mère, mais aussi ils vont avoir accès aux informations qui ont besoin là, de vraiment compléter leur travail. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui vient chez nous pour réparer la climatisation. Donc, il va être capable de voir exactement c'est quoi les informations, c'est quoi les équipements que j'ai, c'est quoi mon chauffage, par exemple, c'est quoi, en fait, la durée prévue pour ce travail-là. Donc, on est capable de vraiment répartir, en fait, les travaux d'une personne, d'un technicien, puis de le céduler sur la route avec les bons contrats là, à exécuter. Donc, oui, il y a des applications mobiles. Je vous donne un autre exemple aux ventes, par exemple. Donc, surtout aux ventes, là, en temps de crise, c'est très important d'assurer la vente
la vente continue, faut rentrer des contrats, faut avoir des ventes, mais si je reste papier tout le temps, donc j'ai partout des PO que je traîne avec moi, j'ai des notepads, j'ai des choses à la maison, au bureau. Donc, comment je fais pour, en fait, numériser mon processus? Donc, à la maison, je n'ai peut-être même pas d'imprimante. Donc, comment je vais, en fait, créer une proposition, l'envoyer au client qui est aussi à la maison, qui n'a même pas d'imprimante, comment il va signer. Puis même s'il y a en fait un contrat, une proposition en papier, il va la signer, puis par la suite, il va sûrement prendre une photo avec leur cellulaire pour me le retourner, etc. Donc, c'est très important d'avoir en fait la possibilité de numériser tout le processus autour de la proposition de la vente avec les signatures électroniques, par exemple. Donc, je suis capable d'envoyer une proposition. Le client va signer avec un seul clic en acceptant. Je vais recevoir en fait la proposition signée que je peux transférer tout de suite en fait, non par courriel, mais vraiment à l'intérieur du système par les automatismes aux opérations pour l'exécution. Donc, encore ici, c'est le volume, en fait, que je suis capable de gérer avec ça. Parce qu'avec une seule ou deux ou même 5 propositions par jour, c'est peut-être facile, mais quand j'ai une vingtaine ou plusieurs par jour, par semaine, c'est là où les outils comme ça peuvent m'aider de rester productif puis d'augmenter mes ventes en temps de crise. Là. OK. Bon, ben c'est parfait. Là, je reviens, ils sont dans le camion, ils ont des outils qui sont liés à l'inventaire, on peut suivre la proposition et vraiment bien. Par contre, au bureau chef, je m'adresse à Jean, le bureau chef, dans l'après-midi, planifie une rencontre avec son équipe, justement, son équipe technique. Par contre, ne veut pas faire entrer toutes ses troupes au bureau pour les entretenir une demi-heure. Puis aussi, la même chose pour les représentants ou les gestionnaires de projet. Ils ont des meetings, la même chose. Et puis avant, ben, on essayait de se mettre sur le téléphone et puis c'était difficile de connecter. Comment on peut se connecter, Jean, en continuant à travailler puis en gardant la même plateforme? Est-ce que ça se fait, ça? Oui. C'est justement le paradigme du changement qui est en train de s'effectuer présentement. Si on retourne dans le début des années 90, quand l'informatisation des entreprises a pris une accélération avec la micro-informatique, bon, on a passé de classeurs, de papier et à un serveur de fichiers, puis des documents Word, des chiffriers Excel. Bon, ça a fait un bon longtemps, même jusqu'à tout récemment. La plupart des entreprises avaient un serveur des fichiers avec, dans Windows, on avait Explorer, un lecteur U qui est nos propres documents, un lecteur P pour les documents partagés ou les documents projet client et ainsi de suite. Maintenant, on est rendu ailleurs. Pourquoi? Parce que, étant donné que les gens sont plus à distance, ça nous prend des outils pour favoriser une collaboration encore plus technologique. Je dis technologique, mais en fait, c'est qu'au lieu de tout le monde foutre un paquet de documents dans un lecteur P, puis qui sont tous là, puis on doit les classer par client ou peu importe. Maintenant, ce qu'on crée, c'est en Teams, dans un outil comme Teams, des groupes de travail. On le sait, tous les gestionnaires aujourd'hui, tout le monde est affecté à plusieurs tâches et doit passer du coq à l'âne dans une journée pour une réunion pour telle chose, et passer d'un sujet à l'autre assez rapidement. Donc, c'est là que quand on crée des équipes de travail dans Teams et que tout ce qui a rapport à cette équipe de travail-là est stocké au même endroit, autant les discussions que les appels, que les notes de réunion, que les fichiers à utiliser pour bâtir la proposition client ou peu importe. Je donne un exemple, une firme d'architectes qui doit travailler en équipe sur un projet. Bon, ben, tous les dossiers d'un projet pourraient faire l'objet d'une équipe Teams. Et puis, donc, tout ce qui a rapport à ce projet-là, que ce soit des appels ou tout,
est stocké là-dessus et c'est facile de s'y retrouver. Ce qui fait qu'une personne peut passer dans sa journée d'un projet à l'autre très facilement et voir tout ce qui se passe dans chacun de ces projets-là. Parce qu'on peut se mettre aussi des alertes. D'ailleurs, si quelqu'un dépose un nouveau document dans tel projet, je peux recevoir une alerte. Donc, Teams nous permet de ramener un niveau de productivité plus élevé à cause de ces petits outils-là qui facilitent la collaboration. Donc, ils peuvent se stationner sur le bord de la route 15 minutes, faire leur meeting puis continuer leur journée. C'est ce qu'on fait. Oui, c'est ça sur la route parce que Teams supporte plein de clients, des clients Mac, des clients PC, des clients Windows, des clients mobiles, autant iOS qu'Android. Donc, l'application Teams, on peut la rouler sur tous nos devices et plus avoir de vie, dans le fond. On n'a plus de vie parce que Teams nous appelle partout. C'est bon. C'est bon. Ma prochaine question va s'adresser à Stéliane et à Louis-David, un en arrière de l'autre, OK? Parce que vous êtes vraiment, comme on dit, le front office puis le back office. OK? Pouvez-vous essayer de nous vulgariser, parce que c'est démystifier, c'est quoi l'avantage de l'intelligence artificielle dont on entend parler? C'est un gros sujet, c'est assez complexe. Mais je sais que dans les solutions, autant en cloud que dans les solutions dans même ERP, on a une présence d'intelligence artificielle pour simplifier la vie des gens. Voulez-vous expliquer c'est quoi? Mm-hmm. Bien, dans la portion plus commercialisation, justement, ou l'aspect plus marketing au départ, c'est sûr que l'aspect de tout ce qui touche le marketing automation, en fait. Qu'est-ce que je peux automatiser desservir comme information à notre clientèle ou à un prospect basé sur son comportement? Donc, il y a le volet marketing automation qui va être, exemple, à travers différents canaux, lui proposer la bonne publicité dans le bon contexte, lui proposer le bon contenu dans le bon contexte aussi, que ce soit par courriel, que ce soit par médias sociaux, que ce soit même par chat, en fait, là-dessus. Donc, basé sur, on peut configurer un certain nombre de paramètres ou, dans le fond, mettre justement une intelligence artificielle à nous aider à faire la prospection de cette information-là pour nous proposer, en fait, puis aller plus dans le cycle de ce qu'on appelle le Buyer's Enablement, qui est souvent la phase qui est oubliée, en fait, dans nos stratégies numériques, qui est, on met beaucoup d'actions sur la stratégie d'acquisition, comment je fais pour amener des gens, que ce soit à nous connaître, en fait, l'aspect notoriété, donc campagne publicitaire, médias sociaux, ainsi de suite, comme on connaît. Mais une fois qu'on a pris un premier contact avec eux, comment je fais pour faire avancer ce lead-là pour qu'il soit de plus en plus qualifié? Fait que dans une stratégie de lead qualification, exemple, on va vouloir le faire progresser puis lui donner le bon niveau d'information au bon moment. Et ça prend ce qu'on appelle du marketing automation qui va nous permettre de faire ce volet-là. Donc, normalement, basé sur les expériences précédentes puis des clients similaires, quand il nous pose tel genre d'information ou quand il prend tel point de contact avec nous autres ou quand c'est la 4e fois qu'il fait telle action sur notre site web, il devrait être rendu à recevoir telle information. Donc, cette stratégie-là est vraiment bonne pour faire passer de la phase de considération à la phase de décision de notre client. Donc, on peut schématiser, scénariser ce volet-là et puis on peut faire progresser nos utilisateurs en lui envoyant, souvent c'est du contenu qu'on va vouloir à ce moment-là, pour leur lancer dans le bon cycle et à la bonne fréquence pour ne pas être extrêmement fatigant à la limite puis de devenir trop harcelant, ou d'être complètement dépersonnalisé, donc d'offrir tout le même contenu au même monde sur une même séquence. Donc, de s'assurer qu'on a le bon contact, la bonne information au bon moment pour le bon client. Et puis, ça nous prend justement des systèmes qui ont cette base d'information-là et qui nous permettent d'évoluer là-dedans. Un bon CRM ou un bon écosystème, parce qu'aujourd'hui, on parle souvent d'écosystème numérique pour pouvoir faire ça, que ce soit connecté, justement, à notre site web, que ce soit connecté avec notre ERP, notre CRM, donc les différentes parcelles, en fait, qui composent cette expérience-là, nous acheminent de l'information qui nous permet de faire progresser et mieux connaître cette clientèle-là et leur fournir la bonne information. OK, merci. Puis toi, Stéliane, le côté ERP? Absolument. Donc, en fait, je vais faire… Dans un système comptable? Oui, absolument. Avant de répondre à cette question, j'aime en fait surfer un petit peu sur ce que Louis-David a dit sur l'intelligence artificielle parce que c'est très important de comprendre que ce n'est pas le futur, là. C'est aujourd'hui. On est capable d'avoir des applications de l'intelligence artificielle à l'intérieur de nos outils d'opération.
au niveau vente, je vous donne un exemple. Si j'ai 2 opportunités qui rentrent et à première vue, ça a l'air que c'est exactement la même chose, ou le prospect A, c'est une valeur de 100 000, puis le prospect B, peut-être 30 000, ben, l'intelligence artificielle peut me dire, OK, t'es mieux de mettre ton focus sur la deuxième opportunité à 30 000 parce que selon ton histoire avec ce type de client-là, selon la compétition qui est habituellement impliquée dans ce genre de deal-là, selon en fait le type de produit que tu vas intégrer dans ton offre, c'est lui que tu vas gagner. Donc en fait, souvent, l'intelligence artificielle va analyser les données et me faire des suggestions pour améliorer en fait ma productivité. Donc, au niveau vente, c'est au niveau de lead scoring ou me donner en fait une suggestion quelle opportunité je devrais travailler au lieu d'un autre. Au niveau de la facturation, par exemple, ou forecasting, au niveau de la comptabilité, j'ai par exemple un client qui paye toujours, au lieu de net 30 jours, il va payer après 40 jours, puis, ou 45 ou 60 jours. Puis c'est l'expérience en fait qui me donne, ou l'histoire de ce client-là qui va donner en fait ces indications. Donc, au niveau de forecasting, je vais être capable de savoir, OK, mon forecasting va s'ajuster selon en fait les factures qui sont envoyées, mais je n'ai pas besoin de dire, OK, c'est lui qui en fait paye juste après 60 jours. C'est le système qui va le savoir lui-même. Donc, ce qu'on appelle le machine learning. Ce n'est pas en fait la date habituelle de net 30 jours qui est contractuellement mis dans la commande qui va prendre. C'est vraiment l'expérience que l'argent est déjà rentré dans le passé qui va indiquer et utiliser dans son forecasting. Donc, grosso modo, c'est vraiment en fait d'avoir des bons outils au bon moment pour augmenter en fait l'expérience de l'employé dans ses day-to-day là, aux opérations. Là. Si je peux me permettre juste de rebondir sur ce que tu viens de dire, Stéliane, parce que c'est un super bon point en effet. Puis, justement, c'est des aspects, des fois, qu'on pense, le marketing automation, on pense beaucoup à l'aspect numérique. Justement, je vais envoyer des courriels, je vais envoyer une communication spécifique, un livre blanc, exemple, choses comme ça. Mais le point que Stéliane, tu amènes est vraiment bon aussi, c'est que le marketing automation peut venir appuyer aussi ton expérience employée. C'est s'assurer qu'une relance est faite au bon moment par un représentant. Je ne suis pas obligé d'envoyer quelque chose. Je peux prendre le livre blanc, exemple, qui était proposé, qui était prévu pour ce moment-là, puis le donner au bon représentant pour que lui l'achemine, puis en fond, lui soit à même d'être plus efficace dans sa prestation humaine. Fait que le marketing automation, exemple, pour venir compléter ce que tu disais, est aussi un appui aux employés et pas juste quelque chose qui part dans l'univers puis qui fait ses choses tout seul sur son bord puis qui finit par te ramener des leads magiquement. C'est aussi quelque chose pour t'appuyer à l'interne. C'est très bon, merci. Fait que donc, c'est intéressant de savoir qu'on peut avoir accès aujourd'hui. Bon, moi, j'ai un dernier point, une dernière question avant de finaliser, puis sur une phrase après à ne pas oublier. Tout dans la vie, on commence par le début. Je donne un exemple. Quand quelqu'un veut faire de la navigation, on commence par une chaloupe. Après ça, il va grossir avec un petit yacht. Après ça, ça va être un petit bateau. Après ça, un voilier. Puis on grossit, on grossit. Même chose, hein? On commence tout par un appartement. Après ça, on va acheter un demi-semi-détaché. Puis après ça, on va aller chercher une maison, une familiale. Dans la vie, il y a des étapes. Je vois la même chose pour une entreprise. Une entreprise, quelle que soit sa grandeur, OK, on commence tous petits, tout le monde. Maintenant, comment dans chaque sphère d'activité, vous là, OK, la grande recommandation que vous avez à donner à des entreprises qui veulent y aller dans la numérisation pour avoir une seule plateforme, puis aller dans la transformation numérique. Alors, je vais y aller en ordre parce qu'autant, Jean, au niveau, il y a une base, il y a quelque chose à commencer avant de dire j'utilise ça je fais des équipes, il y a une base. Alors, quelles sont vos plus grandes recommandations pour dire quelles sont les étapes au niveau du web? Je te commande, Louis-David, je te laisse la parole. Oui, en fait, la première étape, c'est de faire un réel assessment de ce que j'ai actuellement, puis ce que je suis capable de livrer. Parce que l'expérience client, comme je disais tantôt, c'est plus que juste d'avoir un site web qui fonctionne bien ou un média social qui est bien optimisé. C'est quand je vais faire ma promesse d'achat, quand je vais acheter puis que je fais ma promesse à mon client, il faut que l'expérience se poursuive, il faut qu'elle soit positive. Donc,
on va faire un réel assessment de ce qu'on est prêt à faire aujourd'hui. C'est sûr que si on prend tout le cycle complet, ça peut être assez overwhelming pour une entreprise. De dire qu'il faut que j'aille mes opérations soient prêtes, mes ententes de shipping soient prêtes, il faut que je sois capable d'offrir du shipping gratuit, parce que sinon je ne suis pas à la bonne place. Puis, on voit les recommandations aujourd'hui, puis c'est assez overwhelming pour ces compagnies-là. C'est de faire un réel assessment, puis de voir où est-ce que je vais me démarquer de ma compétition, qui est ma compétition directe et indirecte comme Amazon puis Walmart. Puis c'est quoi la promesse que je peux faire à ma clientèle que je sais que je vais répondre, puis comment je vais faire croître. C'est quoi les étapes qui vont suivre là? Est-ce que je suis prêt à aller faire du shipping? Peut-être que c'est un pick-up in store, mais que j'optimise cet aspect-là pour qu'il soit super efficient, super intéressant, puis je m'élimine un paquet de problématiques opérationnelles de faire du shipping, de garantir mon shipping, de ne pas me faire des bris en mode shipping, toutes ces choses-là. Donc, c'est de faire un assessment de où je suis prêt à aller, puis ensuite de ça, qu'est-ce que je suis prêt à supporter, qu'est-ce que je suis prêt à promettre, puis de s'assurer que je livre cette promesse-là, en sachant que dans 6 mois, je vais être ailleurs, je vais pouvoir offrir plus, je vais pouvoir agrandir ma promesse, mais d'y aller vraiment avec cette vision de continuité-là dans notre stratégie. Excellent, merci. Jean, toi, tes recommandations pour comment on commence par la base? Absolument. La base, c'est de migrer. Si on a encore un serveur de courriel chez nous, il y a de moins en moins d'entreprises qui ont encore ça, un serveur de courriel chez nous. Il faut, première chose, migrer dans des outils cloud comme la suite Microsoft Office 365 pour commencer par migrer notre courriel là. Et ensuite, ces plateformes-là nous donnent plein d'autres outils, entre autres Teams. Maintenant, on donne Teams à tout le monde et il est relativement simple d'utilisation au départ. Donc, faire des appels, faire des réunions en Teams, c'est très, très simple et on n'a pas besoin habituellement de donner de formation spéciale aux employés pour ça. Par contre, si on veut aller à l'étape suivante d'avoir des gains de productivité, bien là, il faut mettre une structure dans ça. Il faut structurer la façon de créer des groupes, la façon de placer les documents, la façon de prendre des notes de réunion. Il faut mettre un peu de structure et pour ça, ben, si on a personne, si une compagnie a des gens à l'interne qui peuvent se concentrer là-dessus, prendre du temps, des super users qui vont prendre quelques heures de leur temps pour maîtriser en profondeur ça et le partager avec les autres, on peut procéder de cette façon-là. Sinon, bien, il y a des entreprises comme Noxan qui ont des spécialistes et qui peuvent aider les entreprises à structurer l'utilisation de ces outils-là, former les gens pour aller plus vite vers une meilleure productivité avec ces outils. Je suis tout à fait d'accord. Puis même Train the Trainer, c'est une très bonne formule gagnante. Puis toi, Stéliane, qu'est-ce que tu as proposé? Est-ce que ça se fait par étapes, par phase? Tout à fait. En fait, en fait, tout se fait en phase puis par étapes. Je ne peux pas avoir tout aujourd'hui si j'ai rien eu hier. Donc, il faut vraiment que je commence avec des petits modules qui commencent. Et pour moi, personnellement, le plus important, c'est tout ce qui est autour du client. Donc, moi, je veux maintenir une vue 360 autour de mon client aux ventes, mais aussi au niveau de la comptabilité. Donc, c'est en fait d'avoir un petit CRM qui m'aide en fait de commencer, par exemple, un Level 1 ou autre là, par Dynamics qu'on peut offrir, de commencer petit, commencer de, en fait, tracker, en fait, mes communications, mes interactions avec le client, d'être capable de suivre ma facturation au niveau de la comptabilité, de voir que l'argent rentre. Donc, grâce à la technologie Microsoft qui existe aujourd'hui, je suis capable d'aller étape par étape avec des petits modules. Je ne suis pas obligé de faire des gros projets parce que souvent, les gens ils ont peur quand ils entendent le mot ERP parce qu'ils s'attendent à avoir des projets de 2-3 ans, mais ce n'est pas vrai. Je peux commencer petit à petit. Je peux avoir un petit CRM qui est tout prêt dans une semaine, puis la comptabilité, en fait, qui est prêt dans 2 semaines et je peux déjà commencer avec ça pour m'habituer puis grandir par la suite. Donc, c'est tout à fait recommandé de commencer petit, surtout comme PME au Québec. Mais c'est sûr que les plus grandes entreprises, ils vont commencer avec un vrai projet. Mais je pense que les PME, là, étape par étape, c'est ça qui est essentiel. Mais c'est excellent. Donc, je vois vraiment qu'il y a un lien entre vous trois. Une plateforme, c'est un grand bénéfice d'avoir des solutions qui correspondent à différents besoins, mais qui soient sous le toit de la même plateforme
pour simplifier justement la technologie. Puis aujourd'hui, la technologie est très, très moderne. Moi, je vais juste finir parce qu'on a terminé les questions. Avant de dire mes phrases de closing, je vais remercier grandement mes 3 partenaires qui ont été formidables. On a reçu beaucoup d'informations. J'espère que les gens qui étaient à l'écoute, ça a été très clair pour eux. S'ils ont d'autres renseignements, de toute façon, on va vous envoyer l'enregistrement avec un lien privé, avec les coordonnées de tous pour qu'ils puissent avoir accès là, et revoir justement la discussion, la table ronde d'aujourd'hui. Je vous ai reçu dans le fond à mon chalet aujourd'hui. Alors, je remercie Louis-David Noël. Ça fut très intéressant. Jean-Julien, Stylian Nicolo. Vous avez été grandement clair dans vos propos, puis vous avez été très pédagogue. En tout cas, si moi je comprends, tout le monde doit comprendre que c'est le temps de le faire. OK? J'ai pris une quote. Moi, je suis une fan moi, je suis une ambassadeur de Microsoft, évidemment. Là. Je suis prône par Microsoft. Bill Gates a dit il y a une couple d'années, les gagnants seront ceux qui reconstruisent la manière dont l'information circule dans leur entreprise. Ça fait des années. Il pensait, lui, anything, anywhere, anyone. OK? Puis ça, là, il disait reconstruction. Donc, on est en train de se transformer. Puis moi, ma phrase préférée est courte, c'est en anglais, malheureusement, mais le message que j'ai à passer, c'est do it, maybe by step, but do it or die. Donc, il faut que les entreprises commencent leur projet. Le gouvernement est là pour les aider. Investissement Québec est là pour aider. Emploi Québec, il y a le MEI pour les manufacturiers. Il y a même des firmes qui sont spécialisées à la recherche de subventions parce que la BDC qui donne aussi des prêts très à bas pourcentage. Donc, on peut aller chercher de l'aide un peu partout. Malheureusement, le PACMI, lui, c'est mort. Mais il y a l'Infor, le programme Infor, qui est très utile aussi. Donc, il y a beaucoup d'aide. Donc, ça, c'est peut-être la première étape que j'ai comme message aux entreprises. Allez chercher le plus d'aide financière ou de subventions pour partir un projet. Faites appel à des spécialistes qui vont vous accompagner. Allez choisir les technologies qui sont les plus modernes. OK? Ça, c'est très important de ne pas garder un petit QuickBook ou un Akumba puis attacher une belle solution à ça. Là. Je vous dis, ça ne marchera pas. Allez dans des plateformes d'aujourd'hui modernes, SaaS, le plus possible SaaS. OK? Faites attention entre l'hébergement et le cloud. C'est pas acheter une solution puis la mettre dans le cloud parce qu'on peut prendre Akumba, on peut le mettre dans le cloud, on va dire, hey, c'est un web. Non, c'est une SaaS, OK? Donc, ça, c'est le mot-clé à demander pour le ERP. Donc, je vous remercie. C'est le mot de la fin. On a quand même gardé notre temps, 1h05. Merci. Je ne vous vois pas, mais merci à ceux qui ont participé à notre webinaire. Et puis, vous allez recevoir un lien, justement, pour la présentation. Fait que je vous souhaite à tous une belle journée numérique. Puis essayez de ne pas être toujours connecté 24 heures sur 24, même si on peut le faire. Et on a une vie familiale à y penser. Le COVID nous l'a dit. OK? Fait que merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.